Bienvenue dans Couture apparente, le podcast qui s'interroge sur la mode et l'impact qu'elle a sur nos vies. À la fois un art et une industrie, la mode soulève des questions sociales, politiques et écologiques que ce podcast aborde sans complexe. La mode et le féminisme sont-ils compatibles ? Comment créer des bijoux durables ? Quel est le coût d'une fabrication éthique ? Est-ce que la mode discrimine les minorités ? Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France ? Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Juliette Angeletti et Linda Kellin pour l'épisode 8, Créer la mode en France, comment et pourquoi ? En 2022, fabriquer des sacs, des bijoux ou des vêtements en France ne va plus de soi du tout. La délocalisation massive des dernières décennies vers des pays où la main-d'œuvre est moins chère a porté un grand coup à la production française. Mais depuis quelques années, on assiste à un revirement vers des chaînes de production plus locales. Alors ça reste timide, parce que fabriquer en France, ça représente des prix souvent compliqués à gérer, des opportunités pour le greenwashing et la rareté des ateliers. Mais c'est aussi, et je pense surtout, l'occasion de valoriser nos savoir-faire et de soutenir notre économie. Parce qu'entre la crise du Covid-19 et l'urgence climatique, il me semble plus que jamais nécessaire de savoir nous recentrer et penser plus petit et plus local. Pour faire le point sur cette situation complexe et vous raconter les dessous de la fabrication française en 2022, j'ai discuté avec deux créatrices engagées et passionnées d'artisanat. Donc j'ai décidé de faire réaliser toute la production en France pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a un savoir-faire qui est exceptionnel en France, qui est reconnu partout dans le monde. Les plus grandes maisons sont françaises. Donc j'avais envie de faire rayonner cet artisanat d'art majeur pour nous et qui est ancestral aussi. La voix que vous venez d'entendre est celle de Juliette Angeletti, fondatrice de la marque FI 1618. J'ai enregistré Juliette à la Caserne, le plus gros incubateur européen consacré à la mode responsable, situé dans une ancienne caserne au cœur de Paris. La marque de Juliette fait dans la maroquinerie intemporelle et très haut de gamme et met le savoir-faire français au cœur de son processus de fabrication, par amour de l'excellence, mais aussi par engagement. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est la dimension éco-responsable, bien sûr, parce que les sacs, quand ils sont réalisés, ils n'ont pas fait 2 fois le tour de la planète. Quand ils sont livrés en France, ils ont fait, on va dire, les ateliers sont à 200 km de Paris. Donc, au plus, ils ont fait 1000 km, on va dire, si on considère la plus grande distance française. Et le cuir étant aussi français, ils viennent d'une tannerie qui est située dans l'est de la France, qui tanne pour les plus grandes maisons françaises. Donc ça, c'était important que tout soit localisé en France pour la qualité et aussi parce que quand on exporte, par exemple, aux États-Unis, la qualité française et la fabrication française est même plus reconnue qu'en France. Les Américains reconnaissent ça comme une signature importante, une sécurité aussi sur la qualité, comme le font les Japonais. D'ailleurs, les Japonais qui sont très exigeants sur la qualité, qui vérifient chaque produit, mais à la loupe, et j'exagère pas, savent que la qualité française est de très haute valeur. Donc ça, c'est pour la dimension française, donc l'éco-responsabilité de notre savoir-faire d'excellence, qui correspond vraiment à mon exigence aussi en termes de qualité. Je travaille avec 2 ateliers, un qui est en Touraine et un qui est près de Cholet. Donc ce sont des petits ateliers d'artisans d'art. Ce n'est pas mes propres ateliers, en revanche, je connais tous les artisans. Et je les ai choisis parce qu'ils travaillent déjà pour de très grandes maisons, donc c'est un gage de qualité. Et l'un d'entre eux qui fait l'ensemble des sacs m'accompagne depuis plus de 2 ans maintenant. Et on travaille de façon très liée et avec d'excellents conseils de sa part aussi sur le développement de la marque. Et même la gestion des stocks, par exemple, ce genre de choses. Les engagements de Juliette ne se situent pas que dans sa chaîne de production. Quand elle a lancé sa marque, elle a volontairement choisi une inspiration qui lui permet de créer des pièces qui durent, par leur qualité, mais aussi par leur esthétique. Je vous laisse écouter l'histoire passionnante derrière le style de FI 1618. En fait, moi, quand j'ai créé FI 1618, je voulais vraiment m'inscrire dans l'éco-responsabilité. D'ailleurs, rien que le nom
induit l'éco-responsabilité parce que c'est le nom du nombre d'or. Le nombre d'or, c'est une proportion qui est présente dans la nature depuis toujours. Quand on divise deux mesures, ça fait 1,618. Ce nombre s'appelle phi, en l'honneur du grec Phidias, qui l'a matérialisé pour la première fois dans le Parthénon. Donc le fait que les formes, comme le nautile par exemple, qui est présent depuis toujours dans la nature, soient aussi la base de toutes mes créations, cette proportion-là, fait que je suis forcément éco-responsable, puisque je ne crée pas pour que ça dure juste une saison de mode, mais au contraire, je crée pour que les modèles s'inscrivent de façon atemporelle, donc même pas dans le temps, ils perdurent. Ce nombre a existé depuis toujours, il existera toujours, et les modèles s'inspirent de toutes ces formes organiques, pratiquement, et qu'ont repris d'ailleurs les plus grands artistes comme Léonard de Vinci, qui l'a utilisé dans L'Homme de Vitruve, dans La Joconde, ou Dali dans La Seine, ou Le Corbusier dans La Cité radieuse près de Marseille. Et on ne le sait pas, d'ailleurs j'en parle assez rarement, des compositeurs comme Mozart et Bach les ont aussi utilisés dans leurs harmonies. Donc le nombre d'or existe aussi en musique, et d'ailleurs le violon respecte dans sa construction, dans sa structure, le nombre d'or également. Donc ça c'est intéressant et ça fait partie de l'éco-responsabilité. Cet attachement à l'éthique et à l'écologie est partagé par Linda Kellin, fondatrice de la magnifique marque Kind Studio. Comme Juliette, Linda a le goût du détail et cherche à valoriser l'artisanat, qu'il vienne de France ou d'ailleurs. Car en plus de ses ateliers parisiens, Linda a longtemps collaboré avec des expertes de la broderie en Inde. Une décision qui peut paraître étonnante, voire contradictoire pour une marque éthique, mais vous allez voir, ce choix était parfaitement justifié. Finalement, elle a choisi de produire sa dernière collection uniquement en France pour des raisons économiques. Donc pour plusieurs raisons, déjà pour des raisons budgétaires, parce que l'Inde me force à produire en plus grande quantité, notamment sur les commandes de tissus. Comme je travaille avec des tissus artisanaux, notamment du tissage à la main, je vais devoir commander minimum 100 mètres, ça veut dire que je vais devoir faire minimum 3 modèles de la collection dedans, donc ça veut dire une vingtaine de pièces par modèle. Donc déjà ça me forçait sur un peu des plus hautes quantités, alors qu'on va pas se mentir, la période est très compliquée pour les marques indépendantes, et que du coup je voulais aussi pas me retrouver forcée à devoir vendre tout ce stock. Ça reste vraiment très petit, mais quand même pour moi, c'est quand même du stock à vendre. Pour des raisons budgétaires, évidemment, parce que c'est un coût de shipping, d'envoi, d'avion, évidemment parce que je peux pas faire du transport bateau sur des si petites quantités. Et alors il y a bien sûr une raison écologique. Après, pour moi, c'était complètement justifié de travailler avec l'Inde, dans le sens que les tissus étaient sourcés sur place. Le coton pousse en Inde et pas en France, comme tout le monde le sait. Et donc je sourçais des tissus proches du lieu de fabrication. Et il y avait tout travail qui m'importait beaucoup sur notamment l'artisanat, le fait main, donc les tissages à la main, évidemment le coton bio aussi, parce que c'est un matériau que je pouvais sourcer là-bas. Et sur le fait de soutenir en plus un atelier avec un impact social, qui est cette fondation Kind qui fait de la réinsertion de jeunes filles issues du trafic d'êtres humains. Donc pour moi, c'était une chaîne qui était vertueuse dans le sens où il y avait l'artisanat et le slow fashion mis à l'honneur, en plus un projet social derrière en termes de fabrication. Et évidemment, il y a un impact carbone au moment où les pièces sont envoyées et doivent arriver en France. Mais j'ai envie de dire, on reste très naïf parce que même si on dit qu'on produit un vêtement en France et que c'est un vêtement en coton bio, enfin, faut pas oublier que le coton bio, il va pas pousser en France. Donc voilà, je trouve que c'était aussi intelligent de faire produire au plus proche de là où la matière est sourcée. En l'occurrence d'Inde à Inde, il y a quand même moins d'impact. Et je voulais aussi essayer de voir ce que ça pouvait faire, de faire une partie de la production à l'interne pour être vraiment au plus proche des pièces. Donc voilà, cette saison, il y a une grande partie de la collection qui est faite ici dans le studio. J'ai acheté une machine industrielle pour l'occasion, histoire de rentabiliser en fait ce skills que j'ai moi-même. Au vu de ses motivations économiques, j'ai demandé à Linda pourquoi elle n'avait pas souhaité produire, par exemple, au Portugal, un pays réputé pour des coûts moins chers mais des ateliers souvent éthiques, même s'il faut évidemment visiter chaque lieu avant de prendre une décision. En fait, elle n'est pas fermée à cette option. C'est vrai qu'il y a un gros boom sur le Portugal en ce moment. Je dis pas que je produirai jamais au Portugal. Il y a beaucoup d'ateliers familiaux, on peut aussi établir une vraie relation avec les gens, aller sur place. Moi, je pense que c'est ça le plus important quand on travaille avec des ateliers, c'est vraiment d'établir une relation et d'y aller, en fait. D'établir une relation avec eux et d'être sûr de ce qui se fait. Que eux derrière, ils vont pas sous-traiter, que eux derrière, les gens sont bien payés, sont bien traités, que les conditions sont salubres, ce genre de choses. Ce dernier point me paraît essentiel.
L'important dans le choix d'un atelier, c'est de soutenir une démarche éthique et un lien qu'on peut entretenir avec les artisans et artisanes, en France ou un peu plus loin. Je vous dis ça parce qu'on pense parfois que produire en France, c'est la seule garantie qu'une marque est éthique, alors que pas du tout. Bon, je m'apprête aussi à vous expliquer pendant 30 minutes pourquoi la production française, c'est magnifique et important, mais il s'agit juste de garder cette nuance en tête. Chaque culture a ses savoir-faire. La maille, la dentelle ou la maroquinerie en France, les broderies en Inde, les chaussures en Italie, l'indigo au Japon. Il y a des savoir-faire sublimes à protéger et valoriser partout. Vous avez peut-être remarqué que je parle de production française et pas de Made in France, une expression qui a de grandes limites et qui est maintenant beaucoup utilisée par des marques pour faire du greenwashing. Parce qu'étiqueter un vêtement fabriqué en France ou Made in France, c'est une démarche assez large. D'après le site du ministère de l'Économie et le Code des douanes de l'Union européenne, un produit peut être étiqueté Made in France, notamment s'il a subi sa dernière transformation substantielle sur le territoire ou s'il a réalisé un pourcentage minimal de valeur ajoutée en France. Ce pourcentage étant variable et déterminable en fonction du produit gratuitement auprès de la douane française. Vous trouvez ça flou ? Eh bien c'est parce que ça l'est. Cette imprécision est utilisée par des marques qui vont par exemple ajouter des éléments finaux à leurs vêtements en France alors qu'ils ont pu être assemblés et cousus dans un autre pays. S'il n'y a rien d'embêtant en soi avec cette méthode tant que c'est réalisé dans des ateliers éthiques, la plupart des gens pensent souvent que Made in France, ça veut dire 100% réalisé en France, et les marques le savent très bien. Elles en profitent donc pour tromper le consommateur légalement plutôt que de raconter l'histoire complète derrière leurs produits. Et je ne sais pas pour vous, mais je ne trouve vraiment pas ça éthique. Linda me rejoint sur ce point. Je sais pas le pourcentage exact, mais il y avait une histoire par exemple. Si la griffe et les boutons étaient posés en France, ça suffisait pour qu'on dise que la chemise était faite en France. J'ai aussi entendu d'autres histoires, typiquement d'ateliers français, chez qui ont lancé une production, mais qui, eux, avaient des ateliers partenaires en Tunisie ou en Roumanie. Eux sous-traitaient à ce moment-là dans leurs ateliers partenaires. Et toi, tu peux aller voir un atelier et dire « Ok, ben, je fais du Made in France avec mes chemises ». Le type derrière, si tu lui as pas vraiment demandé, si t'as pas creusé, si ça se trouve, tes chemises, il les a fait monter en Tunisie. Après, pour ce pourcentage, moi, je dois dire une chose. Simplement en termes de transparence et d'honnêteté, moi je ne me verrai jamais étiqueter un modèle qui n'est pas 100% fait là où je dis qu'il est fait. Donc Made in India, c'est parce qu'il est fait en Inde, Made in France, c'est parce qu'il est fait en France. Évidemment, les lois elles sont faites pour les contourner et pour apprendre à tricher avec, parce qu'en termes de marketing, c'est plus vendeur, alors que ça coûte moins cher de produire ailleurs, mais bah voilà, c'est simplement pas honnête. C'est perdre le consommateur, en fait. Effectivement, parce que c'est légal, la marque se protège, elle a le droit, et le consommateur, s'il n'est pas vraiment informé, s'il n'est pas allé chercher derrière, et si la marque n'a pas besoin de l'informer, forcément. Moi, personnellement, je pense que c'est une question d'éthique, et que si on fait de la mode éthique, ça nous oblige à être transparent sur notre chaîne de production. Pour moi, quelqu'un qui ne le précise pas exactement où est fait son vêtement, c'est simplement qu'il manque d'éthique. On l'a vu, la notion de mode française est complexe et parfois trompeuse. Mais quand elle est authentique, c'est aussi une façon de valoriser des savoir-faire uniques et de soutenir des économies vertueuses et locales. C'est aussi pour ça que je voulais réaliser cet épisode, pour partager la beauté de notre culture textile. Mais du coup, comment les marques engagées s'y prennent-elles pour construire une chaîne de production française ? Juliette nous raconte sa quête minutieuse pour trouver les meilleurs ateliers possibles. Moi, je suis artisan d'art. Donc, je crée tout, je prototype tout. Et au début, je faisais tout moi-même et sur mesure. Et puis, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être viable. En tout cas, il faudrait avoir une notoriété immense pour pouvoir faire ça. C'était pas le cas, donc j'ai cherché des ateliers. J'étais dans une couveuse accompagnée par une personne qui m'a vraiment challengée, ce que je recherche toujours en fait dans les personnes qui m'accompagnent, et qui m'a dit combien faudrait-il faire de ceintures pour gagner votre vie et combien de temps vous avez besoin pour réaliser une ceinture. Donc j'ai fait mes calculs. Moi, quand je fais une ceinture, c'est 6 ou 7 heures parce qu'il y a près de 3 mètres de tranches, donc qui sont les finitions selliers que j'utilise. Bref, 6-7 heures. Je devais donc travailler 32 heures par jour, tous les jours de l'année. Rapidement, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être viable comme histoire si je faisais tout moi-même. Je me suis dit, il faut donc que je trouve des ateliers. Donc le premier atelier avec lequel j'ai travaillé, c'était un atelier parisien.
qui était très pratique puisque je suis parisienne aussi. Mais l'atelier a évolué et il s'est orienté sur d'autres projets qui ne correspondaient plus en fait, à ce que moi je cherchais. Je travaille en mini-séries, des séries très limitées, justement pour ne pas avoir de stock et pour ne pas polluer la planète encore plus. Donc j'ai cherché d'autres ateliers, toujours en France, et j'ai trouvé un atelier en Touraine qui m'accompagne depuis plus de 2 ans maintenant. Et là, c'était un vrai coup de cœur sur la qualité. C'est un atelier qui travaille pour une très grande marque de luxe, pas française, mais très grande marque de luxe. Donc je sais que c'est un gage de qualité sur les finitions. Je suis accompagnée aussi par des personnes qui ont dirigé des services qualité fabrication de très grandes marques de luxe, donc qui sont capables de valider, d'estimer et valider la qualité des finitions. Donc ça, c'était le premier nouvel atelier, enfin le deuxième atelier, mais le premier majeur sur les sacs. Et puis j'ai un autre atelier avec lequel je travaille sur des produits comme les ceintures et les bracelets. Sachant que le premier atelier va aussi former, dans le cadre de mon développement, enfin du développement de la marque, les ateliers suivants avec lesquels je travaille. Donc c'est assez vertueux dans la transmission du savoir-faire. Ça vous paraît peut-être anecdotique, mais sachez qu'entendre parler de collaboration entre 2 ateliers haut de gamme, c'est extrêmement rare. Face à mon ébahissement quand elle m'a raconté ça, Juliette détaille ce travail inhabituel qui correspond à son état d'esprit professionnel. Alors c'est très rare. C'est très rare qu'ils communiquent entre eux parce que chacun a ses secrets. Mais en revanche, moi, c'est beaucoup la façon dont je travaille. Parce qu'on gagne du temps, on gagne de l'expertise. Et c'est aussi, là, je suis incubée à la Caserne Paris, qui est le premier accélérateur de mode éco-responsable en Europe. Et on est une quarantaine de marques et on échange beaucoup. D'ailleurs, le jeudi, nous avons notre réunion de la caserne avec des sujets qui permettent à chacun d'avancer plus vite parce que certaines marques sont plus en amont sur certains sujets avec des succès. D'autres cherchent à développer ces sujets-là et donc il y a vraiment un partage d'expériences. Et en fait, on n'a pas peur des autres marques, même quand elles sont en maroquinerie, parce que chacun a un ADN assez fort pour ne pas avoir le danger de se sentir copié ou de s'inspirer d'autres marques. Je sais que c'est très rare. On est reconnu notamment à l'espace maroquinerie, où on est 15 marques de maroquinerie. On est reconnu pour ça dans la caserne. Je sais que c'est particulier. Mais oui, on partage nos fichiers de journalistes, on partage nos fichiers de fabricants, parce qu'on croit beaucoup à cet échange vertueux et non pas angélique, mais on a envie de tendre vers ça parce que c'est vrai que construire sa société, c'est extrêmement intense. Et si on peut s'aider, tant mieux, en fait. On a notamment, par exemple, là, on est les 12 marques de maroquinerie à être installées au 7e ciel du printemps, dans un espace dédié à la mode éco-responsable. Et c'est un projet sur 6 mois. Donc les marques tournent, et on est 3 marques simultanément. Et c'est un projet qu'on a négocié ensemble. Et on pourrait se dire, mais il va y avoir de la concurrence entre ces marques. Et en fait, non, on a des identités différentes, donc on cohabite. On a scénographié l'espace pour qu'il y ait une homogénéité, mais avec des différences pour chaque marque et une identité respectée, mais de façon harmonieuse. Ce sont des belles performances, je crois, en réalisation. Je suis admirative face à cette façon de collaborer et je pense que Juliette a totalement raison. Encore plus quand on est entre marques engagées, il faut se serrer les coudes et avancer ensemble pour faire monter nos engagements dans la solidarité. En parlant de ça, l'entraide est aussi un point majeur de la chaîne de production chez Kind Studio, car Linda, en plus de son expertise personnelle, fait produire ses pièces dans des ateliers engagés. Donc oui, sur cette collection, il y a une grande partie, je dirais 70%, qui sont faits à l'interne chez nous au studio, et les 30% restants qui sont faits avec des ateliers ou des artisans partenaires. Je vais toujours essayer de sourcer pour qu'il y ait un impact social positif. C'est un peu mon premier cheval de bataille, on va dire, que la marque serve à quelque chose et pas juste à faire des vêtements. Donc là, par exemple, je travaille depuis déjà 3 ou 4 saisons, depuis presque le début, avec un artisan indépendant qui a son petit atelier à Paris, qui a travaillé dans des grandes maisons et pour d'autres marques et qui maintenant, qui a une 60aine d'années, donc qui fait ses trucs dans son coin, qui travaille avec plusieurs petits créateurs. Ça, c'est toujours un plaisir, c'est mon préféré, je l'adore, j'adore aller chez lui. On a à chaque fois un vrai échange. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup avec le fait de travailler en France, c'est la proximité et le fait de pouvoir avoir cet échange, qui est pour moi très important, qui me rappelle un peu à chaque fois pourquoi j'aime ce métier. En l'occurrence, chaque fois que je sors de chez lui, j'ai la banane, et ça me rappelle
Pourquoi je fais ça? Parce qu'il a aussi cet amour du vêtement bien fait, des belles pièces. Donc je lui amène des matières, il est là, oh, c'est très beau ça. Je lui amène un patron, il me dit, oh, elle est bien votre chemise. Il y a cet échange, il va m'aider aussi sur la construction, il va me dire non, là le col je pense qu'il faut faire plutôt comme ça, là il faudrait thermocoller cette partie. Donc voilà, on sent que c'est quelqu'un qui aime profondément son métier, qui connaît très bien son métier, et moi étant plus jeune, je vais aussi pouvoir apprendre avec lui. Ça je trouve que c'est déjà, enfin moi c'est quelque chose qui me remplit et que j'aime beaucoup beaucoup. Je travaille aussi avec une coopérative d'artisans, qui est un projet de la mairie de Paris. Pareil, une coopérative qui regroupe des artisans indépendants dans le quartier de la Goutte d'Or. Je travaille avec eux depuis la première saison. Qui est, pareil, un projet qui a quand même un fonds solidaire, dans le sens que le fait de mettre ces artisans indépendants en coopérative, ça leur assure un travail. Ils sont chapeautés par un organisme qui leur assure en fait des revenus continus, et pas juste de temps en temps une robe, une retouche, un truc. Là, en fait, ça leur donne des clients professionnels et pas juste des particuliers qui amènent des retouches. Je trouve que c'est aussi un projet très intéressant. Et à côté de ça, j'ai sourcé cette saison aussi quelque chose que j'essayais de faire depuis le début, mais ça n'avait jamais marché jusqu'à présent. Je voulais absolument sourcer des ateliers de réinsertion. Donc des ateliers qui réinsèrent des personnes éloignées de l'emploi. Il y en a plusieurs. Là, j'en ai trouvé un en banlieue parisienne, avec qui j'ai fait un test pour cette saison, pour une première pièce. Et on verra ensuite si c'est quelque chose que je continue. Mais je sais qu'il y en a beaucoup en France et qu'il y a plusieurs marques qui travaillent avec. Et ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup dans la chaîne de production, d'avoir un atelier de réinsertion, comme je l'ai fait avec l'Inde d'ailleurs, d'en avoir aussi un en France. Donc je vais continuer à explorer cette piste-là. Les engagements de Linda se retrouvent aussi dans les matières qu'elle utilise. Elle se fournit dans ce qu'on appelle des dead stocks ou stocks dormants, qui sont de plus en plus accessibles en région parisienne. Donc oui, en termes de sourcing, on parlait justement des stocks dormants et du fait que cette collection était 100% faite à partir de stocks dormants. Comme je te disais, c'est très facile à Paris. Notamment parce qu'il y a plusieurs entreprises qui ont vu le jour dernièrement, notamment Nona Source et Uptrade, qui sont des entreprises qui font le lien entre les marques ou les fournisseurs et les stocks restants par exemple, de fournisseurs de tissus, de grandes marques. Nona Source, par exemple, c'est pour LVMH. Uptrade, ça va être plusieurs marques et des fournisseurs textiles. Et en fait, ils vont faire le lien entre eux et les créateurs et les marques en listant les tissus qu'ils ont à disposition. Et nous, ensuite, on peut les acheter. Ça fait qu'on peut acheter des plus petites quantités, pas des 500 ou 1000 mètres, mais des rouleaux de 50, voire même de 20. Et qu'on peut aussi avoir accès à des matières extrêmement qualitatives qui auraient été trop chères en temps normal et qu'on n'aurait pas pu se payer parce qu'eux ont appliqué une réduction sur ces matières comparé à leur prix brut, évidemment. C'est vraiment génial parce que quand on est créateur, ça veut dire qu'on a accès à des matières d'une qualité de dingue, des matières très belles, très excitantes, qui nous font envie, qu'on a envie de voir sur du vêtement, avec lesquelles on a envie de créer et qu'on n'aurait pas pu se payer en temps normal en plus. Alors il y a un gros débat là-dessus. Est-ce que l'upcycling et les stocks dormants sont vraiment éco-responsables ou pas? Dans le sens que, est-ce qu'on surproduit pas parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont consommer derrière? De toute façon, les marques surproduisent dans le sens qu'elles sont obligées de commander plus de matière au cas où il y a un problème de production, au cas où il y a des défauts tissus, au cas où il faut... Enfin bref. De toute façon, elles commandent plus. Il y a aussi à cause des minima. On leur force à commander plus pour faire baisser le prix d'un tissu. Faut pas oublier que commander 10 000 mètres ou en commander 1000, elles vont avoir un prix différent. Donc elles vont commander plus pour faire baisser le coût. Pour moi, c'est évident que c'est une matière qui est là et qu'il faut l'utiliser. Et surtout, simplement... parce que le fait d'utiliser quelque chose qui est déjà là fait qu'on ne reproduit pas une vierge de matière, une neuve. Voilà, je vais pas aller chez un fabricant italien ou français et lui dire j'ai besoin de 100 mètres de tissu, on va prendre la matière première et retisser un tissu en entier juste pour moi, qui a quand même un impact écologique et qui est même très énergivore. C'est vrai que là, c'est utiliser quelque chose qui est déjà là. Pour moi, ça marche complètement avec le principe d'éco-responsabilité. Si fabriquer en France n'est pas l'unique façon d'être éthique pour une marque, ça représente de belles opportunités humaines et écologiques. Ce procédé comporte également des défis, sinon c'est pas drôle. Par exemple, on vous en parlait déjà dans notre épisode 6 axé sur le lin, nos savoir-faire français si réputés ont été mis en danger par la délocalisation et la logique ultralibérale de produire toujours plus à moindre coût. Cette vision a aussi impacté l'état d'esprit des Français et Françaises qui comprennent vraiment mal le prix de la production sur nos territoires, parfois au point d'être agressifs avec les marques engagées. Pourtant, comme Juliette va l'expliquer,
L'artisanat français, c'est un niveau ultra haut de gamme avec des finitions, c'est-à-dire des touches finales apportées à des pièces pour parfaire leur apparence, qui sont absolument exceptionnelles. Est-ce qu'il y a eu des soucis pour développer en France? Non. Il y a eu des soucis pour trouver les bons ateliers. Est-ce qu'il y a eu des défis? Oui. J'aborderai la question des prix. Mais c'est vrai que des ateliers français qui ont un savoir-faire en finition cellier, ils sont très rares. Déjà, il faut ce savoir-faire et il faut aussi une réalisation de qualité. Moi, je vise l'excellence. Le nombre d'or impose en fait l'excellence, la perfection, ou en tout cas la quête de perfection. Donc je veux vraiment des finitions qui soient à la hauteur des attentes de mes clientes aussi et que moi je leur propose. J'ai moi-même cette exigence envers moi-même, envers la qualité de mes produits et c'est ce que je montre aussi aux clientes. Donc trouver le bon atelier qui est capable d'avoir ce type de finition, qui sont les finitions qu'utilise Hermès, qui sont des finitions que peuvent utiliser d'autres marques aussi. Il y a 3 points d'identité pour ces finitions notamment. On a une piqûre qu'on appelle cellier qui peut se faire à la machine ou à la main, mais chaque point de cette piqûre, même quand elle est droite, chaque point est oblique. On utilise une aiguille qui s'appelle losangique. Ensuite, on a un petit filet qui est une ligne qui est faite à 2 mm du bord avec un fer à embosser qui monte à 100 degrés et qu'on dépose, qu'on marque un peu comme une signature le long d'une couture. Et la troisième chose, c'est qu'on travaille en bord franc, c'est-à-dire que quand on associe 2 cuirs, ils sont coupés net ensemble. Donc on peut voir par exemple les 2 couleurs de cuir. Or, quand le produit est fini, on ne voit qu'une seule couleur, qui est la couleur de la teinture de la tranche. Donc cette tranche, on va appliquer, moi je l'applique à la baguette japonaise, mais on peut l'appliquer avec un minuscule tampon sur toute la surface, enfin la longueur de la tranche. On va ensuite chauffer avec ce même outil le fer à fileter pour arrondir les angles de la tranche. Et ensuite, on va poncer, on va faire ça entre 3 et 6 fois selon la couleur, notamment les couleurs les plus claires sont les plus difficiles à poser. J'ai par exemple un sac rond qui est le sac philo qui est orange, qui existe aussi en blanc. Et là, on est à 6 teintures de tranches. Donc voilà pour la partie un petit peu maroquinerie, sellerie. Donc trouver déjà des ateliers qui font ça, c'est pas facile. Et qui le font bien, c'est pas facile non plus. Et ensuite se pose évidemment la question du prix. C'est-à-dire que fabriquer en France coûte 2 fois plus cher qu'en Italie, 3 fois plus cher qu'en Espagne ou au Portugal, à peu près 8 fois plus cher qu'en Tunisie ou en Afrique du Nord, je ne parle même pas de la Chine. Donc c'est un vrai engagement. Un engagement qui est pour moi important pour faire rayonner notre savoir-faire. Il faut qu'il perdure et il faut qu'on le fasse savoir. Donc c'est important de pouvoir dire que tout est fabriqué en France quand on est aux États-Unis, quand on est au Japon, parce que ce rayonnement-là est vraiment porté par les pays étrangers, presque plus que par les Français. Donc la question du prix, quand on montre ces produits aux Français, et notamment sur les réseaux sociaux, je me suis fait laminer parce que j'avais des produits qui étaient trop chers pour certaines personnes, ce que j'entends complètement. Maintenant, j'ai aussi des clientes, quand elles font marquer leurs initiales sur un sac, en fait, ce ne sont pas les leurs qu'elles font marquer, ce sont celles de leurs filles, parce qu'elles ont envie de transmettre le produit. Et donc, cette fabrication française permet cette transmission et la façon dont les modèles sont créés en accord avec le nombre d'or, donc pas des modèles qui vont être hors mode dans 6 mois, permettent cette transmission-là. Donc fabriquer en France, c'est un vrai coût. En même temps, il est, on va dire, amorti sur la qualité qui va être vraiment durable. C'est un choix. Je m'adresse forcément à une clientèle qui a un peu plus les moyens, mais aussi à une clientèle qui a conscience que ce coût est justifié. Je me suis fait attaquer sur les réseaux sociaux en me faisant traiter de greenwashing et de soi-disant que j'étais pas éco-responsable. Mais en fait, je suis certifiée éco-responsable par une application qui s'appelle Clear Fashion, qui est indépendante dans son estimation des engagements. Et je peux vous dire que quand on fournit, 15 tableaux de 200 lignes chacun sur la source des cuirs, les noms des fabricants, etc., et en l'occurrence FI à la note d'excellente, on est parmi les 15 premières marques sur les 420 qui ont été étudiées, c'est pas du greenwashing. Et l'engagement au quotidien, c'est pas du greenwashing non plus. Donc, en fait, quand je réponds ça sur les réseaux sociaux, ça s'est très vite calmé. Je sais pas, il y a des sortes de haters, bref, qui ont besoin de se défouler. Mais en l'occurrence, j'ai des réponses qui sont très quantifiées aussi. Si Juliette a les bons arguments pour répondre à ces commentaires, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire au moral quand on subit ça à la longue, ce qui est le cas pour certaines marques. Évidemment, il ne s'agit pas de juger les gens qui ne peuvent pas acheter du Made in France pour des raisons économiques. D'ailleurs, j'en fais partie.
Mais ça n'est pas pour autant qu'on peut venir attaquer des petites marques qui essayent juste de faire vivre des artisans et artisanes correctement et qui pratiquent des prix, certes élevés, mais justifiés. Surtout quand je vois de nombreuses marques de luxe faire produire dans de mauvaises conditions et réaliser des marges énormes, je me dis que la colère ne va pas forcément au bon endroit. Ce problème du prix est récurrent dans la mode éthique, comme en témoigne également Linda. Évidemment. Le prix, c'est le premier et moi je dirais le seul. Je vois pas d'autres problèmes au fait de produire. C'est même que des avantages. On produit à proximité, je source les matières ici. C'est un savoir-faire et c'est du haut de gamme, c'est une qualité super. Il y aurait que des avantages au Made in France s'il n'y avait pas l'histoire du prix. Et c'est terrible parce que quand on travaille dans la mode, on le comprend ce prix. On comprend combien de temps il faut pour monter un vêtement. On comprend les finitions. On comprend qu'est-ce qui va coûter dans un vêtement. Parce que nous, on a le regard arrière sur tous les détails de ça avec notre fabricant. Et malheureusement, le client, lui, ne l'a pas. C'est pour ça que quand on est une marque éthique, non seulement il faut batailler pour faire un produit juste, faire un produit propre, le mieux qu'on peut, mais ensuite il faut batailler pour éduquer le client et lui faire comprendre pourquoi est-ce que ce produit est plus cher et pourquoi est-ce qu'il devrait l'acheter au lieu d'acheter ailleurs. C'est un peu une bataille de tous les instants, mais c'est vrai que le prix, j'ai pas envie de paraître défaitiste, mais moi personnellement, je m'en sors pas si je fais que du Made in France. Là, je m'en sors dans le sens que je fais une partie à l'interne, donc il me coûte pas. Moi, j'ai l'impression, là en tout cas à mon échelle, ce que je fais, le Made in France, c'est vraiment pour la beauté du geste. C'est parce que ça me tient à cœur à moi, parce que ça fait des pièces d'une sublime qualité qui, du coup, me font plaisir et me touchent moi, et parce que ça me tient à cœur pour la marque d'avoir des pièces d'une très belle qualité. Mais en vrai, je marche pas du tout assez sur les pièces qui sont faites en France. La clientèle va me dire, mais c'est trop cher. Je ne comprends pas pourquoi cette pièce est si chère. Je peux pas me la payer parce qu'elle est trop chère. Je comprends qu'on puisse pas se payer, mais moi je peux pas me payer mes pièces. Dans le sens que je comprends que la situation en termes de revenus est compliquée pour tout le monde, ou pour beaucoup de gens, pas tout le monde, pour beaucoup de gens. Là on rentre dans tout le côté d'acheter moins mais mieux, pour avoir du budget pour acheter des plus belles pièces mieux faites. C'est ça en fait le nœud du problème, c'est que moi je vais pas marger assez, donc je le fais parce que ça me tient à cœur, et en face j'ai quelqu'un qui me dit, bah non c'est trop cher. C'est quoi la balance? Comment on fait alors? Bah le pouvoir d'achat, clairement, tout ça c'est encore, ben voilà, c'est ce que je te disais, c'est un sujet à part entière. Ce fait d'éduquer le client à consommer moins mais mieux et acheter moins de pièces en fast fashion, moins de pièces qui va peu porter pour acheter plus de pièces qui va garder longtemps, qui va aimer longtemps, qui vont lui durer, et mettre plus d'argent dans celle-ci. Donc au lieu d'acheter voilà, un nouveau manteau chaque année, achète une fois un manteau que tu vas porter pendant les 6 ou 8 prochaines années. Et que quand tu t'en lasseras, tu le passeras plus loin. En fait, il faut juste changer son mindset et sa consommation et genre savoir ce qu'on veut vraiment et ce qui est important. Après, quand je te parlais du prix, en plus du prix, c'est un risque de produire Made in France. Parce que moi, les pièces vont me coûter beaucoup plus cher à produire parce que mon fabricant va me les facturer beaucoup plus cher en termes de travail, forcément, et de salaire qui sont plus élevés en France. Et en fait, c'est presque un risque chaque saison de se dire, bah voilà, j'ai ces manteaux, si ces manteaux ne partent pas, j'ai perdu tant d'argent ou tant d'argent à immobiliser, théoriquement, ça peut être la fin d'une petite marque. Produire en France n'est donc pas un long fleuve tranquille à cause de notre contexte économique tendu. Mais c'est aussi une déclaration d'amour à l'artisanat et à l'art de la mode. Le Made in France, comme je te disais, moi, c'est vraiment pour la beauté du geste et parce que c'est quelque chose auquel je tiens. J'ai commencé ma formation dans la mode, dans le luxe, dans la haute couture et le haut de gamme. Et donc c'est vrai que dès le début, j'ai vu ce que c'était des très belles finitions, une très belle qualité. Et ça a tout de suite suscité cette espèce, en fait, cette émotion. Pour moi, un beau vêtement, bien fini et qualitatif, ça suscite une émotion. Et je me souviens des premières fois où j'ai vu ces pantalons arriver de chez ce fabricant, d'avoir ouvert l'intérieur et d'avoir vu cette ganse à la ceinture et de m'être dit, mais genre, mais jamais j'ai vu un pantalon aussi bien fait. Et pour moi, c'est une émotion. Et c'est quelque chose, ce savoir-faire, en fait, que j'aimerais vraiment soutenir et pérenniser. Et on sait qu'il y a aussi, c'est très difficile le Made in France parce que beaucoup d'usines et de fabricants ferment, parce qu'ils n'arrivent pas à tourner d'un point de vue financier, parce qu'ils n'ont plus la main d'œuvre, parce que plus personne ne veut faire ces métiers-là. Et c'est vrai que c'est qu'ils essayent de remobiliser et de susciter un engouement autour du Made in France pour sauver en fait ces savoir-faire, ces fabricants et cette industrie. Voilà.
Entre l'éthique qui monte et la nouvelle hype du Made in France, les coûts très voire trop élevés, la délocalisation libérale, mais en même temps la relocalisation motivée par la crise du Covid, vers quoi se dirige la production française dans la mode ? Je vois que ça se développe en fait. Et je vois qu'il y a un vrai engagement pour même faire revenir en France des savoir-faire qui étaient partis à l'étranger. Ça a une vraie valeur. Il y a des marques qui sont très engagées et qui ont une notoriété qui est importante, qui font fabriquer en France, je pense à 1083 par exemple, qui portent très haut ces valeurs-là. Et l'épidémie de Covid a accéléré cette prise de conscience et éco-responsable et de la fabrication française. Et les derniers chiffres, il y a une étude qui est sortie en février 2022 sur justement les engagements des Français envers l'éco-responsabilité et la fabrication française. Et de plus en plus de Français veulent une fabrication française. Alors, on a toujours la barrière un peu du prix parce qu'ils sont prêts à payer 5 à 10% plus cher, ce qui n'est pas du tout une réalité aujourd'hui. Mais moi, je vois cette mode comme se développant, enfin cette mode fabriquée en France, se développant vraiment parce qu'on va avoir aussi moins envie d'une mode jetable et la qualité de ce qu'on produit en France ou en Europe est quand même très supérieure à ce qu'on peut produire ailleurs. Donc je suis très optimiste, mais tout en étant réaliste sur ce développement français. Et j'envisage pas aujourd'hui de faire fabriquer ailleurs qu'en France, mais je l'envisage pas non plus dans 3 ou 5 ans. Disons que le Made in France aura toujours, je l'espère, de la chance d'avoir toutes ces grandes maisons françaises, toutes ces marques de haut de gamme et de luxe, pour qui c'est une condition de produire en France. Donc c'est vrai que beaucoup des grands fabricants de chemises, de manteaux, de maroquinerie ou autres ont ce côté-là luxe et donc ont leurs clients depuis des années. J'espère que ça continuera. Mais on voit aussi beaucoup de très grandes marques qui commencent à produire en Chine depuis plusieurs années, qui produisent évidemment en Roumanie, au Portugal aussi, même dans le luxe. Bien sûr, ils ont les moyens, parce qu'ils vendent un produit très cher, ils ont les moyens de le produire en France, mais le produire à moindre coût va faire que la marge sera plus grosse pour eux. Donc eux aussi, ils ont tout intérêt en termes de, pas d'éthique certes, mais de marge, d'aller produire à moindre coût. Donc j'espère déjà qu'aux fabricants français, leurs clients luxe resteront et continueront de faire vivre cette industrie. Après, pour les petites marques, c'est vrai qu'eux aussi ils doivent s'adapter. L'avenir de tout le monde est dans le fait qu'il faut apprendre à s'adapter. Donc eux aussi doivent peut-être apprendre à faire entrer des plus petites marques, des plus petites quantités, même si c'est moins rentable pour eux, à adapter peut-être leur chaîne de production pour que plus de marques puissent se permettre simplement, en termes de viabilité et de budget, de produire en France. Ces témoignages offrent une conclusion mitigée. Ça reste très précaire, mais j'ai l'impression qu'on avance quand même vers du mieux. Et d'ailleurs, Juliette a un petit message à faire passer aux marques françaises qui profitent de ce nouvel élan. Parce que la mode éthique, c'est aussi une histoire de collaboration. D'ailleurs, oui, cette mode française se développe vraiment, cette mode fabriquée en France. Et moi, je recherche des collaborations avec des marques engagées comme FI, dans des domaines qui sont aussi bien des domaines de la mode que des domaines de l'art ou de la céramique ou de la beauté. Je pense au Rouge Français, par exemple, qui est très engagé dans la fabrication aussi avec ses plantes tinctoriales. Et donc ça, ce sont des savoir-faire qui renaissent, parce que c'est ce qu'on faisait il y a très très longtemps et qui avait complètement disparu. Donc si des marques comme celle-ci avaient envie de faire une collab avec FI 1618, je serais vraiment ravie. Merci infiniment à Juliette et Linda d'avoir partagé leurs expertises sur la mode française. Pour soutenir notre artisanat local, je vous propose de suivre leurs projets. Vous pouvez retrouver la marque de Juliette sur fi1618.fr et sur Instagram et découvrir ses créations à la boutique du 87 rue du Bac dans le 7e arrondissement de Paris. Le travail de Linda est à suivre sur l'Instagram Kind Studio Paris et sur kindstudio.fr. Vous pouvez également prendre rendez-vous dans son showroom parisien au 28 rue de la Fontaine-au-Roi pour venir essayer la nouvelle collection. Merci également à Télio Garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode ? C'est le 8e de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux.
En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 28 juin pour le 9e épisode de Couture Apparente.